Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes au troisième jour du congrès francophone d'allergologie, le sixième du nom, et nous allons un peu parler des thèmes de ce congrès. Alors, j'interviens en tant que président de l'ANAFORCAL, qui est l'association de formation continue en allergologie. C'est une structure qui a été fondée en 1982 en France. Au départ, regroupait les formations des différentes régions françaises. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, nous avons commencé à faire adhérer des associations francophones. Actuellement, l'ANAFORCAL regroupe à peu près 2000 adhérents et 44 associations, dont 10 associations de pays francophones, dont l'Algérie, mon ami Abdenour. Et donc, l'ANAFORCAL est à l'initiative de ce congrès francophone d'allergologie qui a vu le jour en 2006. Et le but était de faire un grand congrès dédié à l'allergologie qui soit visible à l'échelon international et français et qui regroupe surtout toutes les forces vives de l'allergologie, c'est-à-dire à la fois les universitaires, les libéraux, les cliniciens, les chercheurs. Donc ce congrès est co-dirigé par l'ANAFORCAL et par la Société française d'allergologie, c'est le versant universitaire. Et donc depuis 2006, ce congrès est monté en puissance. J'ai les derniers chiffres pour cette année. Nous avons 2400 inscrits donc, à ce congrès, ce qui est quand même actuellement le troisième congrès mondial de la discipline, après l'European Academy et le congrès américain. Donc c'est vraiment un congrès très important. Et il y a 25% de francophones et européens qui sont inscrits dans ce congrès, donc ça représente le quart des inscriptions. Voilà, si vous voulez, l'association donc a pour but de former et d'assurer la formation continue des allergologues, qu'ils soient allergologues spécialistes d'organes, comme les pneumologues, les pédiatres, les ORL ou des dermatologues, mais également les allergologues exclusifs, c'est-à-dire ceux qui se consacrent exclusivement à l'allergologie. Bonjour, donc à la fin de cet immense congrès qui, comme l'a dit mon ami Jean-Paul, est le troisième congrès mondial d'allergologie, notre société, l'ANAP, Association nationale des allergologues privés algériens, fait partie donc de l'ANAFORCAL depuis 7 ans. Donc elle fait partie de ces 10 pays francophones africains. Et son apport est immense pour nous dans la mesure où c'est une rencontre annuelle qui nous permet de nous tenir à jour et de nous maintenir au fait des avancées de l'allergologie. C'est un congrès également immense parce que l'allergologie étant une spécialité transversale, nous avons l'occasion de côtoyer plusieurs disciplines, à savoir la pédiatrie, la médecine interne, les ORL, bien sûr les allergologues et également les pneumologues. Et donc cette réunion a un but très précis, elle est dirigée en direction des médecins généralistes algériens. Et la création de ce site va permettre à nos confrères en Algérie, qui sont en grand nombre quand même, il y a 35 000 médecins en Algérie, surtout généralistes, mais il y a quand même 2000 spécialistes, de se connecter donc à ce site et d'avoir un flashlight, donc un aperçu de ce congrès très important. Comme une petite maladie, parce qu'au-delà des complications dont a parlé Abdenour, il y a le problème du retentissement sur le fonctionnement et la capacité des individus qui en souffrent. Donc, très grande fréquence et aussi très grandes conséquences sur la qualité de vie. Donc, je crois que c'est vraiment une pathologie qui doit être traitée sérieusement et il ne faut pas hésiter devant une rhinite chronique à consulter l'ORL, bien évidemment, pour éliminer des causes locales. Et puis, bien sûr, l'allergologue qui va faire le tri entre la partie allergique et la partie non allergique. D'autant plus que nous avons actuellement à notre disposition des traitements qui sont efficaces et bien tolérés. Je voudrais rajouter justement, particulièrement dans nos pays, c'est que les gens, de par les habitudes, s'automédiquent. Ils banalisent le problème de la rhinite. Un malade qui éternue, qui a constamment le nez bouché, qui dort très mal parce qu'il ronfle, par réflexe, va chez le pharmacien et surtout, il utilise un médicament pour désobstruer son nez, ce qui est vraiment très dangereux et déconseillé. D'où l'intérêt de sensibiliser les gens à consulter au plus tôt devant la récurrence donc, de ces symptômes. Il y a un autre élément important aussi qu'il faut faire passer dans le message, et je pense que le problème est le même en Algérie et en France, c'est un peu la phobie des corticoïdes.
il y a encore dans la population, et même chez les praticiens généralistes, une espèce de phobie, pensant que si on administre des corticoïdes sur une longue période, je parle des corticoïdes locaux, on va avoir des effets délétères. Ce qui n'est pas du tout le cas, parce que les doses qui sont distribuées sont infinitésimales, n'ont pas de retentissement sur la glande surrénale, mais surtout ont une efficacité au long cours qui est très importante. Donc je crois qu'il faut savoir utiliser les corticoïdes locaux parce qu'ils nous rendent des grands services. En fait, pendant longtemps, la rhinite allergique a été considérée comme perannuelle ou saisonnière, selon saisonnière, pollinique, rhume des foins. Et ARIA est venu donc depuis 2002, et il a changé, et surtout depuis 2-3 ans, on qualifie maintenant et on considère la rhinite selon l'intensité des symptômes et la durée. À tel point qu'on doit parler maintenant de rhinite intermittente ou de rhinite persistante, selon qu'elle dure plus ou moins de 4 jours par semaine, et sévère ou légère, selon qu'il y a une répercussion sur la qualité de vie. Comme le disait mon ami Jean-Paul Dumur, la qualité de vie maintenant est essentielle et dans tous les domaines. On ne peut pas être performant le matin si on a passé une très mauvaise nuit. Donc, cette manière d'appréhender la rhinite permet donc déjà de saisir très vite son importance et de la prendre donc en charge le plus tôt possible. Les modifications thérapeutiques qui sont intervenues entre ARIA 2002 et ARIA 2010, c'est d'une part le fait de pouvoir démarrer l'immunothérapie plus tôt, même dans certaines rhinites intermittentes, parce qu'elles risquent de passer à sévère ensuite. Et d'autre part, il y a l'introduction de nouvelles classes thérapeutiques, et je pense en particulier aux antileucotriènes, puisque contrairement à ARIA 2002, dans ARIA 2010, dans certains cas, il y a indication, notamment dans les rhinites saisonnières polliniques avec asthme, il y a indication d'utiliser en complément les antileucotriènes. Donc ça fait partie des nouveautés d'ARIA 2010. Donc une session importante a été consacrée à l'asthme rebelle au traitement, ce qu'on appelle également l'asthme difficile. Alors c'est une notion qui est assez nouvelle, parce qu'avant on avait tendance à classifier les asthmes en asthme intermittent, persistant léger, persistant sévère. Donc on parlait d'asthme sévère. L'asthme sévère, ça veut dire que c'est un asthme avec un gros retentissement sur la fonction respiratoire, c'est-à-dire des paramètres ventilatoires qui sont altérés, avec un essoufflement, donc une insuffisance respiratoire. L'asthme rebelle et difficile, c'est une autre notion. Ce sont des asthmes qui sont difficiles à soigner ou qui sont difficiles à maîtriser. On verra que la différence est importante. Et surtout qui sont instables. Vous avez des asthmes qu'on appelle rebelles, difficiles, qui ont une fonction respiratoire parfaitement conservée. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont des VMS à 100%, mais qui, pour des raisons X ou Y, font des décompensations graves, qui les mènent souvent en réanimation, qui font des attaques d'asthme aigu grave. Donc c'est la cible de cette session. Alors, qu'est-ce qu'on fait devant un asthme rebelle, c'est-à-dire un asthme qu'on n'arrive pas à équilibrer? Parce que vous savez que normalement, le but de l'asthmologue, c'est que le patient oublie son asthme, c'est-à-dire qu'il n'ait plus de symptômes dans la vie courante, qu'il ne soit plus réveillé la nuit, qu'il puisse travailler normalement, faire son activité physique normalement, etc. Bon, donc le patient arrive et vous explique, voilà docteur, vous m'avez donné plein de médicaments, vous avez changé mon traitement et mon asthme est toujours terrible. Alors la première question qu'il faut se poser, est-ce que le patient prend son traitement? C'est-à-dire l'observance, car on a constaté dans de nombreux cas que le patient ne prenait pas correctement son traitement, oubliait les prises, prenait quand il était malade et dès qu'il allait mieux, arrêtait. Ça, c'est classique chez tous les patients, mais c'est plus classique chez les asthmatiques. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques années et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas 50% des patients asthmatiques qui prenaient le traitement qui leur était prescrit. Donc ça vous laisse un peu la marge de manœuvre. Donc, première question, et ça c'est très important, est-ce que le patient prend son traitement? On a d'ailleurs actuellement sur nos dispositifs de traitement des mouchards qui permettent de comptabiliser le nombre de doses qui ont été prises, etc., notamment dans les produits inhalés, et quelquefois on a des surprises. Ensuite, si le patient prend vraiment son traitement, la deuxième question qu'il faut se poser, est-ce qu'il le fait correctement? C'est-à-dire, est-ce qu'il a une technique, et je pense à ce moment-là essentiellement aux produits inhalés, qui lui permettent d'avoir un traitement qui va à sa cible?
Et vous savez qu'il y a de très nombreux dispositifs dans l'asthme. Il y a des produits en spray, des produits en poudre, etc. Et souvent, quand on fait faire manipuler aux patients leur traitement, on se rend compte qu'ils ne respirent rien du tout. Et ça, c'est le rôle de l'éducation thérapeutique, c'est justement d'apprendre aux patients à se servir des dispositifs, notamment de traitement inhalé, et si jamais il y a un problème, de savoir les changer pour prendre celui qui va être le plus facile pour le patient. Alors ces problèmes se posent surtout aux deux extrémités de la vie, c'est-à-dire chez les petits-enfants, parce que ce n'est pas évident de prendre un traitement inhalé, donc c'est la raison pour laquelle on utilise maintenant des chambres d'inhalation. Et puis les personnes âgées qui commencent à être asthmatiques assez tard et qui eux aussi ont des grandes difficultés à prendre leur traitement. Si ces deux questions ont déjà apporté des réponses, on a déjà étayé à pas mal de nombres, un problème assez important concernant l'asthme rebelle. Alors après, il y a les vrais asthmes rebelles. Ce sont des asthmes qui répondent mal. Alors il y a des asthmes qui répondent mal aux corticoïdes inhalés. Et même si on augmente les doses, eh bien, on n'a pas de réponse vraiment satisfaisante. Il y a des asthmes aussi qui décompensent pour des raisons XY, des raisons infectieuses, des raisons de stress, des raisons hormonales, ce qu'on appelle les asthmes prémenstruels, post-gravidiques ou pendant la grossesse. Et puis, il y a des asthmes particuliers qui sont des asthmes hyperallergiques avec des polysensibilisations. Et donc, ces patients, bien entendu, sont sollicités à tout moment. Et donc, à ce moment-là, on va être obligé d'intervenir sur le plan thérapeutique. Alors, il y a différents moyens. D'abord, bien sûr, il y a la montée des doses de corticoïdes inhalés, mais jusqu'à un certain point, avec l'utilisation de bronchodilatateurs longue action, l'association avec des antileucotriènes, voire même des bases scientiques. Je pense qu'en Algérie aussi, on utilise de temps en temps la théophiline. Et puis, lorsque vraiment, je parle de ces asthmes hyperallergiques, eh bien, nous avons actuellement à notre disposition une nouvelle classe thérapeutique. C'est une thérapie ciblée. Ce sont des anti-IgE, donc qui sont des produits qui sont utilisés dans certains cas et qui permettent, avec des injections, soit tous les 15 jours, soit tous les mois, en traitant donc la partie immunologique de l'allergie, d'équilibrer ces asthmes. Donc vous voyez qu'on a quand même des produits à notre disposition, bon, certains qui sont plus ou moins faciles d'accès, parce que par exemple les anti-IgE sont très chers, mais ça permet de traiter quand même la plupart de nos asthmatiques de façon correcte. Enfin, il y a des profils évolutifs différents, et je pense en particulier à un asthme particulier, qui c'est l'asthme à l'aspirine, qui rentre souvent dans le cadre du syndrome de Fernand-Vidal, avec des polyposes nasosinusiennes, une intolérance aux anti-inflammatoires. Et là, souvent, ce sont des asthmes très instables et qui sont assez difficiles à traiter. Moi, je voulais rajouter que l'asthme sévère, difficile à traiter, représente en fait 5% de l'ensemble des asthmes. Mais ces 5% coûtent 50% de la prise en charge totale de l'asthme. D'où déjà le devoir de savoir déjà diagnostiquer cet asthme qui coûte aussi cher. Donc il est évident que cette session nous a rappelé ou permis de nous rappeler qu'il faut faire un bilan sérieux également devant cet asthme sévère qui est tellement grave et coûteux. Donc ça c'est notre travail. Donc le médecin, après avoir, comme l'avait dit mon ami Jean-Paul, fait un bilan tant radiologique qu'allergologique, et que bien sûr avoir complété et cerné tous les domaines de la prise en charge, et chez nous surtout la maîtrise de l'environnement, les conditions de vie et l'environnement. Et la nouveauté, c'est comme on vient de le dire, c'est que maintenant on a en plus des anti-IgE qui nous permettent de maîtriser, et encore plus on nous a parlé de la puce Isaac qui permet de récupérer certains malades qui étaient étiquetés non allergiques, et qui donc, grâce à ces nouvelles technologies et ces avancées tant biologiques qu'immunologiques, on peut de mieux en mieux encore prendre en charge nos asthmatiques sévères. Il y a aussi un autre point qui est important, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure dans la recherche de ces asthmes rebelles. Il y a une question aussi qu'il faut se poser, c'est de savoir si c'est vraiment un asthme. Parce que dans quelques cas, il y a des erreurs de diagnostic. Il y a des gens qui arrivent avec étiqueté asthme et qui en fait ne sont pas du tout des asthmatiques. Je vous raconte une aventure qui m'est arrivée il y a peu de temps. Je suis pneumologue et je vois arriver un patient de 45 ans qui n'était pas en très bon état physique et qui donc était traité depuis 6 mois par un allergologue pour de l'asthme avec une désensibilisation aux acariens.
Et cet homme toussait beaucoup, avait beaucoup maigri. C'était un fumeur. Et donc, je lui ai fait une radiographie thoracique. C'est la base quand même devant un asthmatique de faire une radiographie thoracique. Et je me suis rendu compte qu'il avait une différence de transparence entre les deux poumons. Et ça, les pneumologues, ça nous alerte immédiatement quand il y a comme ça une différence, qu'on appelle le syndrome de Janus. Et donc, je lui ai fait une endoscopie bronchique et ce brave homme avait en fait un cancer de la carène, c'est-à-dire de la trachée, l'extrémité de la trachée. Et donc, ça lui faisait siffler parce qu'il y avait une bronche qui était quasiment obstruée totalement et donc il avait des sifflements d'un côté. Et donc, cet homme était traité pour un asthme, bien entendu, ça n'en était pas un. Donc, je crois que le diagnostic différentiel est important et je crois que le pneumologue a son rôle plein à jouer dans ces diagnostics difficiles parce que quelquefois, les asthmes difficiles, en fait, ne sont pas des asthmes. On a également parlé du syndrome d'hyperventilation. Voilà, ça aussi, c'est un autre cas, souvent chez des adolescents ou des jeunes femmes qui manifestent des symptômes d'essoufflement, d'asphyxie. Et en fait, ce sont des causes plus ou moins nerveuses. Elles hyperventilent et donc elles s'étouffent elles-mêmes en fait par cette hyperventilation. Donc ça, c'est un diagnostic d'élimination. Il y a un autre diagnostic aussi, c'est le dysfonctionnement des cordes vocales. Et là, ce sont des patients aussi jeunes, souvent spasmophiles, qui font des spasmes intermittents des cordes vocales. Et donc, bien entendu, quand le larynx se ferme, ils ont l'impression de s'étouffer. En fait, ce n'est pas du tout de l'asthme, c'est un dysfonctionnement plus ou moins neurologique de la commande des cordes vocales. Et on peut le diagnostiquer d'une part en faisant une laryngoscopie, ça c'est l'ORL, il le voit bien sûr. Et aussi, lorsqu'on fait une courbe débit-volume, on va avoir sur la partie inspiratoire de la courbe un aspect très irrégulier et cranté qui permet de faire le diagnostic. Et donc ça aussi, c'est très important. Tout asthmatique doit avoir, bien sûr, une exploration fonctionnelle respiratoire. Ça, c'est la base aussi du diagnostic, car ça permet à la fois de quantifier l'importance de l'asthme, mais aussi de faire des diagnostics différentiels. Un autre thème aussi passionnant que le reste, parce qu'il y avait vraiment tellement de thèmes passionnants, et la marche de l'allergie et la marche de l'atopie. Il est évident que quand on a affaire à des nourrissons qui sont nés de parents allergiques, qui vivent dans un environnement donné, on est impatient de savoir le suivi, le vécu et l'avenir de cet enfant. Donc c'est ce qu'on appelle grosso modo la marche de l'allergie. Donc ça sous-entend que l'enfant, quand il est pris en charge par son médecin, le médecin doit déjà donc avoir toute l'histoire familiale en notion d'atopie, l'environnement dans lequel il vit, et est-ce qu'il y a des moyens actuellement pour essayer de retarder un maximum l'apparition de l'asthme, qui est une maladie chronique que tout le monde connaît avec tous ses retentissements. Donc plusieurs théories ont été évoquées. Et par exemple, l'introduction précoce et la diversification alimentaire précoce. Faut-il avoir un animal chez soi, entre autres le chat? Est-ce que ça retarde ou ça anticipe l'apparition de l'asthme? Il y a plein de choses très intéressantes donc, qui ont été abordées. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, l'allergie chez l'enfant en dessous de 3 ans, c'est toujours alimentaire et ensuite c'est les pneumoallergènes qui entrent en action. Donc nous, dans notre prise en charge, il faut toujours penser, et ça je le dis surtout pour nous, dans notre screening cutané, il faut toujours faire les trophallergènes, c'est-à-dire les allergènes alimentaires chez le nourrisson jusqu'à 3 ans. Et après 3 ans, introduire les tests aux pneumoallergènes, donc aux allergènes aériens. On teste en général l'œuf, l'arachide, le soja, le lait. Et ensuite, on va vers les acariens, la blatte, les pollens. Donc déjà, essayer de cadrer le vécu, ou si vous voulez, la cartographie de cet enfant allergique. Ensuite, bien sûr, pour une meilleure prise en charge, essayer de cerner et de maîtriser son environnement par des mesures simples d'éviction et de prévention. Et bien sûr, le tabac qui est vraiment le premier ennemi. Ensuite, ce qui a retenu aussi mon attention, c'est que maintenant, est-ce qu'il est utile ou pas de donner des traitements
comme chez nous, on donne des antihistaminiques dès l'âge d'1 an. Est-ce qu'ils ont vraiment un rôle protecteur et retardateur de l'asthme? Maintenant, il est démontré qu'ils n'ont aucun rôle retardateur. Ce n'est pas vraiment le médicament idéal. Voilà, je pense que c'est ce qui a vraiment retenu mon attention. Il y a un élément important aussi qu'il faut considérer, et ça c'est vrai que les pédiatres ont souvent des blocages. Il ne faut pas hésiter à tester les enfants très jeunes. Très tôt. Il y avait un dogme il y a encore quelques années qui circulait, qu'il ne fallait pas les tester avant 6 ans. Bien sûr, c'est une idiotie. Les enfants doivent être testés le plus tôt possible. Moi, je sais qu'actuellement, je teste des nourrissons de 6 mois. On peut faire quelques tests par séance et ça permet d'explorer le plus tôt possible le panel d'allergènes éventuels de cet enfant. Et ce qui nous permet d'intervenir aussi le plus tôt possible sur l'éviction, sur les traitements. Donc c'est très important de tester ces petits-enfants. On a les tests cutanés qui sont à notre disposition, mais on a également des tests biologiques qui peuvent nous être utiles également si l'enfant a vraiment une peau difficile à tester. Je pense notamment aux grands eczémateux, puisque Abdenour a parlé de la marche de l'allergique. Souvent, l'enfant atopique rentre dans l'atopie par l'eczéma. Donc il va faire de l'eczéma au niveau des plis, au niveau du visage. Et ça concerne les premiers mois de la vie jusqu'à 1 an, 18 mois. Et à partir de ce moment-là, souvent l'eczéma va s'améliorer puis disparaître et vont apparaître les manifestations respiratoires, d'abord de bronchiolite, ensuite de rhinite et d'asthme. Là aussi, il ne faut pas se cacher derrière le petit doigt. Il ne faut pas sans arrêt parler de bronchite, récidivante, etc. Parce qu'autrement, les médecins ont tendance à balancer des antibiotiques à tout bout de champ. À partir du moment où un enfant a des toux récidivantes, notamment nocturnes ou à l'effort, il faut immédiatement penser à l'asthme et donc le considérer comme tel, faire le diagnostic et le traiter comme tel, parce que les antibiotiques ne servent à rien. Il faut à ce moment-là traiter comme l'adulte, avec des produits inhalés adaptés au petit enfant. Donc ça, c'est très important, la prise en charge précoce et les traitements précoces, diagnostic précoce, traitement précoce, parce qu'autrement, on voit arriver quelquefois des catastrophes. J'en ai encore eu un il n'y a pas très longtemps dans mon cabinet, un enfant de 7 ans qui a été considéré comme bronchiteux, etc. Il avait une déformation thoracique vraiment importante et quand je lui ai fait une spirométrie, il avait un VMS à 55%. C'est-à-dire qu'il avait la moitié déjà perdu de ses débits, ce qui est quand même considérable. Et à ce niveau-là, il y a des remodelages qui se sont constitués et on a du mal à récupérer totalement. Et cet enfant va être un handicapé respiratoire toute sa vie parce que malheureusement, il est au stade d'irréversibilité. Donc la précocité du diagnostic est très importante dans le domaine des allergies respiratoires de l'enfant parce que c'est là qu'on peut intervenir sur le devenir de cet enfant et donc de cet adulte. Oui, comme on l'a dit, même si l'immunothérapie, qui est vraiment le meilleur traitement de la prise en charge de l'asthme, doit être commencée à 5 ans encore, même que maintenant, dans certains pays, certaines études qui se font actuellement, je crois en Australie, on peut commencer à 3 ans. Il n'empêche qu'on peut faire les tests cutanés très précocement, 3 mois, 6 mois à l'enfant, et ce qui nous permet déjà d'identifier l'allergène responsable, donc, qui provoque tous ces symptômes, et pour une meilleure prise en charge donc par la prévention. Oui, en ce qui concerne les traitements symptomatiques, les traitements de l'asthme, il est clair qu'actuellement, il y a un consensus pour utiliser le plus tôt possible les corticoïdes inhalés. Là aussi, c'est comme pour la rhinite tout à l'heure, il ne faut pas avoir peur des corticoïdes. Ce qui est le plus dangereux, c'est de ne pas en utiliser. Parce qu'autrement, on va avoir des asthmes qui vont s'aggraver. Donc les corticoïdes utilisés à bon escient, à bonne dose chez les petits-enfants et nous-mêmes les nourrissons, avec des systèmes de chambre inhalée, voire de thérapeutiques par aérosol, vont permettre de traiter ces malades et de leur éviter de s'aggraver. On va essayer de les équilibrer par ce traitement. Et vous savez que si on traite bien les bronches de l'enfant, on a un adulte qui n'est pas insuffisant respiratoire. Sinon, on va avoir un adulte insuffisant respiratoire, qui va être handicapé dans sa vie de tous les jours. Donc je crois que c'est très important, la précocité des traitements. Bon, bien sûr, l'immunothérapie qui se fait de plus en plus tôt, mais également les thérapeutiques inhalées, notamment les corticoïdes. Parce que les bronchodilatateurs longue action, contrairement à l'adulte, n'ont pas une grande efficacité chez le petit enfant. Le petit enfant répond mal aux bronchodilatateurs longue action, alors qu'il a une très bonne réponse aux corticoïdes inhalés, y compris à faible dose.
Donc on adapte les doses pour qu'il n'y ait pas de retentissement sur l'axe cortico-surrénalien, mais ça se fait tout à fait, on a la maîtrise de ces traitements bien évidemment. Donc très important le traitement précoce. Je voulais juste rajouter que la prise en charge de la rhinite allergique est grâce aux corticoïdes intranasaux. Il y a certaines molécules maintenant qui se donnent à partir de 2 ans. 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Donc l'AMM a tendance à descendre. Et déjà, donc, on améliore la qualité de la respiration du jeune enfant. Et puis, je voudrais parler aussi du Montelukast, les grands granulés chez l'enfant qui permettent aussi de maîtriser, de mieux contrôler l'allergie. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a un certain nombre de molécules très efficaces qui nous permettent d'être encore nous-mêmes très efficaces. Oui, parce que la classe des leucotriènes, jusqu'à présent, était réservée à l'enfant à partir de 6 ans. Et donc, depuis maintenant 1 an, on a une forme granulée qui peut être utilisée à partir de l'âge de 6 mois. Donc, ce sont des antileucotriènes. C'est un traitement complémentaire qui agit aussi sur un des aspects inflammatoires de l'asthme et qui, associé aux corticoïdes, a une très bonne efficacité et permet aussi de diminuer encore la dose de corticoïdes inhalés. Donc, ces traitements, effectivement, sont complémentaires et sont très intéressants chez le petit enfant. Une session qui a été intéressante au Congrès francophone d'allergologie, donc, était l'allergologue face aux tousseurs chroniques. Alors, qu'appelle-t-on une toux chronique? Il y a 2 définitions. Les Français ne sont pas d'accord avec les anglo-saxons, mais ça, ce n'est pas nouveau. Pour les Français, on considère qu'une toux est considérée comme chronique à partir du moment où elle dure plus de 6 semaines. En revanche, les anglo-saxons considèrent que c'est 8 semaines. 2 mois. On va voir que c'est important. Parce que, en définitive, l'importance du diagnostic d'une toux chronique, c'est-à-dire, ce n'est pas une toux aiguë qui va durer, mais c'est une toux permanente. Parce que, par exemple, si vous avez une infection virale ou une coqueluche, bon, c'est une infection aiguë, mais le patient va tousser pendant longtemps. Mais ce n'est pas un tousseur chronique. D'accord? C'est ça qui est très important. Donc, une infection virale aiguë, une coqueluche, ce n'est pas une toux chronique, c'est une toux aiguë qui se prolonge, c'est une toux aiguë prolongée. Donc là, on n'est pas dans ce diagnostic-là, on est dans le diagnostic de la toux chronique. Et je crois que la définition des anglo-saxons de 8 semaines est quand même plus raisonnable. C'est quelqu'un qui tousse en permanence, sans amélioration, pendant plus de 2 mois. Bien. Alors, bien évidemment, le problème est de savoir la cause de cette toux. Alors, il y a des causes évidentes. Par exemple, la plus classique, c'est la toux du fumeur. Ben, un fumeur, il tousse toute l'année. Hein. Le matin, la toilette des bronches, etc. Donc ça fait partie des toux chroniques. Il faut savoir, bien sûr, explorer cette toux du fumeur, parce que si elle se réactive ou si elle se modifie, ça peut vouloir dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Et au-delà d'une bronchopathie chronique, le patient fumeur, bien sûr, peut faire un cancer bronchique, et à ce moment-là, il va avoir une toux qui va se modifier et s'aggraver. Ensuite, les toux des bronchectasies, des dilatatités bronchiques, là, ce sont des anomalies au niveau anatomique qui sont soit primitives, congénitales, soit secondaires à des pathologies infectieuses de l'enfance. Là, ce sont des gens qui ont des stases bronchiques avec des sécrétions. Et là, ils sont obligés de tousser tous les jours pour cracher et pour évacuer. Ça, c'est encore un aspect particulier. Alors, en définitive, les toux persistantes chroniques au-delà de 8 semaines, il y a 3 grands diagnostics étiologiques auxquels il faut penser. Le premier, c'est la toux de l'asthme, parce que vous avez des asthmatiques qui ne font pas de crise d'essoufflement, des crises de respiration sifflante, et dont le seul symptôme, c'est la toux chronique, notamment chez l'enfant. C'est une toux qui est plutôt nocturne, ou plutôt au réveil, plutôt sèche. Ça, c'est le premier diagnostic en termes de fréquence. Le deuxième diagnostic, c'est le reflux gastro-œsophagien, parce que là aussi, les reflux gastro-œsophagiens, notamment sévères, entraînent des manifestations de toux chronique. Et là, le troisième diagnostic, par ordre de fréquence, c'est le jetage postérieur, c'est-à-dire l'écoulement nasal postérieur. Et ça, c'est très fréquent, notamment chez l'adulte et les personnes âgées. C'est quelqu'un qui a un jetage, c'est-à-dire des sécrétions nasales postérieures permanentes et qui vont lui entraîner, bien entendu, des phénomènes de toux. Voilà les 3 grands diagnostics. Alors, quelle est la conduite à tenir face à un tousseur chronique?
La première chose, comme je l'ai dit, c'est de penser à un asthme. Et pour faire un diagnostic d'asthme, eh bien, on fait une exploration fonctionnelle respiratoire. Et s'il y a une chute des débits du VMS avec une bonne réversibilité après bêta-2 mimétique, eh bien, on fera le diagnostic d'asthme. Ensuite, il faudra savoir si cet asthme est allergique ou non. Et donc, ça, c'est le but de faire des tests d'allergologie pour savoir exactement si le patient est sensibilisé. Donc, premier diagnostic. Ça représente à peu près 40 à 50% de ces toux chroniques, l'asthme. Ensuite, il y a le reflux gastro-œsophagien. Alors, il y a deux façons d'aborder cette question. Il faut savoir d'abord que les gastro-entérologues, ils ne pensent pas beaucoup. Et on ne va pas consulter le gastro quand on tousse. Hein. Bon. Et le médecin généraliste va pas non plus penser souvent à envoyer le malade à son gastro-entérologue devant une toux, il va plutôt l'envoyer à l'ORL ou au pneumologue. Alors, on peut faire un diagnostic indirect, sans faire une fibroscopie ou une pH-métrie, c'est chez l'ORL, parce que l'ORL, en faisant une nasofibroscopie, qui se fait facilement au cabinet, ce sont des petites caméras, va remarquer qu'il y a une inflammation au niveau des piliers du pharynx, qui est liée au fait que l'acidité remonte et vient baigner donc dans ces piliers postérieurs et entraîner une inflammation chronique. Donc ça, c'est un diagnostic indirect. Ensuite, il y a une deuxième technique qui permet de faire le diagnostic, c'est de faire un test thérapeutique. Et donc, on va utiliser des inhibiteurs de la pompe à protons, des anti-reflux, mais à dose forte, parce que les doses habituelles ne sont pas utiles. Donc, l'équivalent, par exemple, d'oméprazole, c'est 80 mg. Ce n'est pas 20 ou 10. Donc ça, il faut faire un test thérapeutique sur un mois. Et si on a une amélioration significative de la toux, on doit penser à un reflux gastro-œsophagien. Le troisième diagnostic, c'est l'écoulement nasal postérieur. Là aussi, bien sûr, c'est l'ORL qui va faire le diagnostic en nasofibroscopie. Mais en général, les patients vous signalent qu'ils sentent en permanence des sécrétions dans la gorge, etc. Ils ont souvent une modification de la voix, mauvaise haleine, etc. Ça, c'est des signes indirects d'écoulement nasal postérieur. Et là, malheureusement, on a des traitements qui ne sont pas toujours efficaces. Bien sûr, là, il faut utiliser une hygiène désinfection rhinopharyngée avec souvent de l'eau de mer ou du sérum isotonique salé. Les corticoïdes locaux ont également un intérêt dans ces écoulements nasal postérieurs, mais il n'y a pas toujours d'efficacité malheureusement, c'est souvent une pathologie un peu chronique. Donc voilà, si vous voulez, un peu le diagnostic et les examens à faire. Ben, il ne faut pas oublier déjà d'éliminer des causes graves, c'est-à-dire des tumeurs des voies respiratoires supérieures, des tumeurs bronchiques, des tumeurs trachéales. Ça, c'est la première chose. Il faut aussi éliminer des maladies pulmonaires. Bon, la tuberculose, les fibroses pulmonaires, il y a beaucoup de pathologies qui donnent des toux. Et puis, une fois qu'on a éliminé ces causes graves principales, eh bien, il faut penser aux 3 diagnostics que je viens d'évoquer et qui ont chacun, bien sûr, plus ou moins, une réponse thérapeutique. Oui, tu as fait un large panorama de l'exploration de la toux à un point tel qu'à la fin de la session, on a parlé de la toux idiopathique. Existe-t-elle? Voilà. C'est-à-dire une toux qui n'a aucune cause apparente, est-ce qu'elle existe? Bon, il y a certaines études qui parlent de la femme ménopausée, mais c'est toujours idiopathique, on ne sait pas encore. Mais c'était un thème vraiment passionnant. Oui. Le congrès francophone des allergologues ne concerne pas que les pathologies respiratoires. Nous avons parlé jusqu'à présent des pathologies ORL respiratoires, mais l'allergologie est une spécialité transversale. Elle concerne aussi les pathologies cutanées, les pathologies ophtalmologiques, les pathologies alimentaires, les allergies médicamenteuses. Donc vous voyez, c'est un vaste champ, les allergies au venin. Donc, et nous avons abordé aussi au cours de ce congrès francophone la problématique des urticaires chroniques. Alors, quand on voit arriver, n'est-ce pas, Abdenour, une urticaire dans notre cabinet, la journée est fichue. C'est un casse-tête. Parce que ça va durer. Parce que l'interrogatoire d'une urticaire, c'est 30 à 45 minutes. Parce qu'on est obligé de demander vraiment des tas de précisions aux patients sur la façon dont ça s'est déclenché, les symptômes, est-ce que c'est plutôt le jour, plutôt la nuit, plutôt quand il transpire, plutôt quand il est énervé, etc. Alors la définition, l'urticaire chronique, ce sont des lésions qui ont une durée de plus de 6 semaines d'affilée. Il ne s'agit pas des urticaires aigus, parce que tout le monde dans sa vie a fait au moins une urticaire aiguë.
C'est-à-dire que c'est des boutons un peu comme des papules qui grattent, comme des piqûres de moustiques, ou des piqûres d'ortie, d'où le nom, hein, l'orticaire, ça vient d'ortie. Et donc ça, ce sont des pathologies qui peuvent arriver pour des raisons alimentaires, si on a mangé trop de fraises, trop de chocolat, si on a eu un virus, etc. On va faire une urticaire qui va durer 3-4 jours, qui va rentrer dans l'ordre. Là, la problématique de l'urticaire chronique, ce sont des lésions qui durent plus de 6 semaines. Et là aussi, on retrouve le problème de qualité de vie, parce que quand vous vous grattez avec des boutons pendant des mois et des semaines, c'est quand même quelque chose de très pénible. Il y a eu des cas de suicide avec des urticaires chroniques prolongées. Alors, les dermatologues ont beaucoup travaillé. Il y a eu un consensus il y a 2-3 ans qui a été dirigé par le professeur Doutre à Bordeaux sur ce urticaire chronique. Et en définitive, ce qu'il faut savoir, c'est que dans presque 2 cas sur 3, on ne trouve jamais la cause. Donc c'est vraiment assez décevant. Bien évidemment, il y a des causes qui sont liées à des allergies cutanées, mais ça c'est rare. Il y a des perturbations de la thyroïde aussi qui peuvent donner des manifestations urticariennes. Il y a des causes médicamenteuses, bien évidemment, qu'il faut éliminer. Les allergies à certains médicaments, ça peut donner une forme d'urticaire. Il y a aussi des maladies systémiques. Il y a certains lymphomes ou certaines autres maladies, leucémies, qui peuvent donner de l'urticaire prolongée. Mais la plupart du temps, 2 cas sur 3, on ne trouve pas la cause. Ce sont des pathologies qui touchent plutôt la deuxième partie de la vie et plutôt la femme. Ça, c'est pour montrer le cas général. Et alors, que faire? Alors, il y a d'abord des mesures hygiéno-diététiques. Il y a des aliments qu'il faut quand même essayer de diminuer ou d'éliminer. C'est les aliments qui sont riches en histamine ou histaminolibérateurs. Vous les connaissez tous, ce sont les fraises, le chocolat, les œufs, les poissons et conserves de poissons, les crustacés, la charcuterie. Voilà, ça, les salaisons. Ensuite, il y a aussi des consignes simples de ne pas se balader avec des pantalons serrés, par exemple, des choses comme ça, parce que ça favorise l'apparition de l'urticaire. Puis après, quels sont les traitements? En première intention, l'urticaire chronique doit être traité par un antihistaminique de 2e génération, c'est-à-dire non sédatif, qu'on utilise donc, parce qu'il est compatible avec la vie courante. Si au bout de 3 semaines, 1 mois, on n'a pas une amélioration significative avec ce premier antihistaminique de 2e génération, on va pouvoir en associer 2. Et à ce moment-là, plutôt un antihistaminique de 2e génération le matin, puisqu'ils ont en général, ils n'en traitent pas de somnolence, et le soir, un antihistaminique de 1re génération, sédatif, type Atarax, etc., qui va avoir un effet sédatif. Là, avec ces traitements, on arrive à peu près à récupérer 80% des urticaires chroniques, sachant qu'il va falloir utiliser ces traitements longtemps. Comme je dis toujours à mes patients, je sais quand on commence, je ne sais pas quand on va terminer. Parce que ça peut durer des mois, des années. Mais enfin, s'ils sont équilibrés, en général, ils ne demandent pas leur reste. Mais il y a des cas qui résistent à cette association. Et à ce moment-là, bien entendu, on va être obligé d'utiliser des thérapeutiques d'exception, comme les antidépresseurs tricycliques, qui ont un effet aussi antihistaminique, qui jouent aussi sur le psychisme, il faut le dire, voire même quelquefois des neuroleptiques ou des traitements, il y a même des cyclosporines qui sont utilisés quelquefois dans les formes graves d'urticaire chronique. En revanche, il y a une règle absolue, et maintenant c'est sûr, il ne faut jamais utiliser de corticoïdes par voie orale dans les urticaires, parce que vous allez les aggraver. Même si au début vous avez une amélioration transitoire, ensuite ils ont des urticaires qui vont être de plus en plus rebelles au traitement. Donc ça c'est un message à faire passer aux médecins, notamment généralistes, ne jamais utiliser de corticoïdes, que ce soit par voie comprimée ou par voie injectable ou retard, jamais de corticoïdes dans les urticaires chroniques, car c'est vraiment la faute médicale. En plus, l'utilité d'une session dans ce genre, c'est que empiriquement, devant une urticaire, le médecin avait tendance à demander un listing, un screening d'examen inutile, sachant que l'urticaire peut être due à 30-40 maladies. Empiriquement, le médecin prescrivait 30-40 analyses. Et heureusement qu'il y a des consensus qui sont apparus, qui limitent vraiment ces analyses et qui d'abord, pour affirmer le passage à la chronicité, donc ont mis la barrière de 6 semaines et d'abord, ensuite, la thérapeutique, donc heureusement qu'il y a ces guidelines,
Donc la monothérapie par un antihistaminique, ensuite la La bithérapie dans le deuxième est sédatif, et des mises en garde parce que devant cette pathologie lourde et chronique, il vaut mieux informer que subir. Oui, là je rejoins Abdenour, il n'y a pas d'indication actuellement pour des bilans très lourds, à part dans des maladies de système, pour des bilans très lourds face à une urticaire chronique, parce que ça ne sert à rien. Alors il y a des examens simples qu'on peut demander, c'est raisonnable, c'est un hémogramme, parce que s'il y a une hyperéosinophilie, ça va pouvoir nous orienter vers une parasitose, parce que ça fait partie des causes, hein, bien évidemment. Éventuellement un dosage de la TSH qui permet de voir s'il y a un dysfonctionnement thyroïdien, parce que c'est une cause assez fréquente d'urticaire chronique. Et puis une parasitologie des selles qui permet d'éliminer une oxyurose, un ténia, etc. Au-delà de ça, je crois qu'il est raisonnable de ne pas faire de bilan complémentaire trop compliqué, parce qu'après, bien entendu, on tombe dans des délires sur le plan financier. Alors, il y a des urticaires qui sont un peu particulières, mais qui ne sont pas vraiment des urticaires chroniques, c'est ce qu'on appelle les urticaires physiques, qui là sont déclenchés soit par le froid, donc les urticaires au froid, les urticaires à la pression, les urticaires vibratoires, etc. Donc ça, c'est des tests qui sont faits dans les services de dermatologie. Alors on fait le test au glaçon, on fait le test à vibration, on met un poids avec une lanière pour voir si ça se déclenche. En général, ce sont des urticaires qui sont par exemple au niveau des fermetures, du soutien-gorge, du slip, partout où ça sert, ça donne des manifestations urticariennes. Mais là, ce sont des urticaires particulières, les urticaires au soleil aussi. Donc tout ça, c'est des urticaires particulières qui sont explorées par les dermatologues. Mais ça ne rentre pas vraiment dans le cadre nosologique des urticaires chroniques. D'autant plus que souvent le malade vient avec le diagnostic. Tout à fait. Donc, oui, alors aussi dans l'asthme, on joue sur les différentes molécules et leur durée d'action. Il y a aussi un traitement qui est actuellement en voie d'expérimentation, c'est une trithérapie à prise unique, avec un bronchodilatateur bêta-2 ultra longue action, l'indacatérol, il y a un vagolytique et un corticoïde inhalé. Donc là, c'est un traitement qui permettra aussi meilleure observance, puisque le patient n'aura qu'à prendre ça une fois par jour, soit le matin, soit le soir, et donc pour équilibrer son asthme. Ensuite, il y a bien sûr des recherches qui sont faites sur de nouvelles molécules antihistaminiques, des nouvelles molécules de corticoïdes qui ont moins d'effets secondaires, notamment sur l'axe cortico-surrénalien. Et puis, il y a des nouvelles thérapeutiques ciblées qui vont arriver sur le marché. On a déjà les anti-IgE, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a d'autres molécules ciblées qui vont sûrement arriver dans les années qui viennent. Vous savez qu'actuellement, c'est très à la mode. On en utilise ça dans les maladies auto-immunes, notamment la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, le diabète. Et on pense que dans certaines formes d'asthme grave sévère, il y a aussi une composante d'auto-immunité. Et donc, il est tout à fait plausible que dans les années qui viennent, on va avoir des essais thérapeutiques avec des thérapies ciblées, donc à visée génique, pour les asthmes sévères. Donc, tout ça est actuellement en recherche, mais je pense qu'on va avoir dans les années qui viennent de nouvelles classes thérapeutiques qui viendront à disposition. Et puis, il y a aussi des molécules qui vont arriver, c'est les antiphosphodiesterase, donc qui vont arriver sur le marché dans les mois ou les années qui viennent, et qui là aussi ont des effets sur la bronchodilatation par une autre voie que celle des bêta-2 ou des vagolytiques. Et donc ces antiphosphodiesterase sont actuellement en expérimentation également en France. oui, évidemment, nous avons été très contents d'avoir cette occasion, donc l'occasion de nous entretenir et de parler de l'avenir de l'allergologie, et surtout en direction de nos chers confrères qui ne peuvent pas faire le déplacement aussi facilement, et d'apporter l'information en direct comme ça sur des nouveautés et sur un congrès de ce genre aussi important qui, comme on l'a dit au début, est le 3e congrès au monde en termes de fréquentation. Je voudrais dire simplement que je trouve cette initiative très intéressante de pouvoir, via un site dédié, informer un maximum de médecins sur les nouveautés, notamment dans le domaine de l'allergologie. C'est vrai que tout le monde n'a pas la chance de venir à Paris, et donc ça permet de donner les meilleures informations scientifiquement validées sur ce qui s'est dit dans ce grand congrès francophone d'allergologie. D'autre part, je crois que ça aussi, et ça c'est un cheval de bataille un peu personnel, je défends depuis fort longtemps la francophonie, oui. Et je crois que c'est vraiment un exemple tout à fait éclairant de la collaboration qui doit exister entre les deux rives de la Méditerranée. Moi, je suis sur une rive,
au sud, à Aix-en-Provence. Abdenour, je le vois par temps clair, j'arrive à le voir. Donc il est de l'autre côté, mais nous sommes autour de la même mer. Et je dis souvent que d'ailleurs, nous ne pouvons être que frères, puisque nous sommes nés de la même mer. Voilà. Très bien dit. Merci.